Alors merci Françoise de m'avoir conviée à vous rencontrer tous. Je vais donc vous parler des enjeux de l'oralité, avec le lien entre l'oralité alimentaire et verbale. Donc j'espère que mes propos vont pas vous assoupir, mais au contraire vous tenir éveillés. J'ai noté prévention et transdisciplinarité, mais vraiment là depuis ces 2 journées, on pourrait ajouter à l'international. Et bravo pour toutes les associations de maladies rares et la vôtre, Mehdi Trezel, qui se réunit pour mieux appréhender les difficultés de vos enfants. Alors moi je suis l'orthophoniste, psychologue de formation qui a travaillé 25 ans à l'hôpital Necker, qui était le fief, j'allais dire, des maladies rares. Et j'ai donc beaucoup pris en charge des enfants avec des maladies rares. Et aujourd'hui, on sait ce qu'ils ont, mais il y a 30 ou 40 ans, on ne savait pas. Et le fait de travailler avec tous ces enfants et de travailler à Necker en ORL, puis ensuite dans le service de stomatologie et de chirurgie maxillofaciale pédiatrique, m'a fait devenir obsessionnelle, je dois le dire, sur la sphère orofaciale. Et ces 2 dernières années, j'ai transmis peut-être pour la dernière fois, en tous les cas, 2 bouquins. Aujourd'hui, on n'est pas vraiment dans l'écriture. Ce livre grand public qui s'appelle « La langue » et la 3e édition d'un livre qui me tenait vraiment à cœur de terminer et qui est « Orthophonie, oralité ». La sphère orale de l'enfant avec aujourd'hui tout ce qu'on sait, c'est-à-dire les troubles oro-myofasciaux, les troubles respiratoires obstructifs du sommeil et les troubles alimentaires pédiatriques. Alors, je vous emmène sur ce chemin qui me tient à cœur et qui est le monde de l'oralité. Les 2 grandes fonctions orales de l'homme sont l'alimentation et le langage, soit la survie et la communication. Elles reposent sur les mêmes organes moteurs, principalement la langue, les lèvres, le voile du palais. L'oralité implique des notions aussi variées et indissociables que sont les fonctions sensorimotrices fœtales, puisque c'est le premier organe qui se met en place dans le ventre des mamans, la langue, et qui va permettre à l'embryon de passer au stade de fœtus. L'adaptation à la vie après la naissance, la vie extra-utérine, la fondation du lien mère-enfant, l'adaptation de l'enfant à ses besoins nutritionnels, donc sa croissance, son organisation psychosociale et sa construction relationnelle et culturelle. Donc vous voyez, le monde de l'oralité est un monde très vaste. Toutes les fonctions qui appartiennent au monde de l'oralité vont être capitales dans la conquête de la parole. Les fonctions de respiration, de ventilation, avec comme point d'orgue, vous verrez, le rétablissement de la ventilation nasale, la nutrition, avec le goût, l'olfaction. On en a fait l'expérience depuis hier soir avec ce qui nous a été apporté au restaurant. Et là, je voudrais faire une parenthèse, c'était quand même top. Avec le goût, l'olfaction, allant de cette succion-déglutition jusqu'à la praxile-mastication. Et puis la relation, bien sûr, avec le regard, l'attention conjointe, l'expression, dont font partie les mimiques et la phonation. Les organes respiratoires, les organes du sens, du toucher et de la peau, les organes de la phonation, vont alors s'inscrire dans un processus dynamique de cap de maturation gnosopraxique corticale. Qui dit dynamique dit progression, mais parfois régression. On a vu, certains de vos enfants peuvent faire des crises d'épilepsie ou après les crises, il faut repartir en arrière. Donc, c'est vraiment intéressant de comprendre ce processus dynamique. L'éducation gnosopraxique orale visera alors à soutenir ce développement. Aujourd'hui, les troubles de la sphère orofaciale, les troubles oromyofasciaux, les troubles du sommeil, les troubles respiratoires, les troubles alimentaires, doivent être reconnus et pris en charge à tous les âges de la vie. L'observation de la sphère orofaciale, c'est-à-dire de la bouche, de la langue, des lèvres, du voile du palais, doivent être réalisées à chaque étape de la vie, car ces structures évoluent
et vont influencer les fonctions de respiration, de déglutition, de mastication et la parole, avec comme chef d'orchestre, mais je suis un peu obsessionnelle, l'organe lingual. La langue, elle participe et elle partage certains équipements sensoriels avec celle de la main. Le tact, la pression, la température, la perception de la douleur, la sensibilité. Retenons bien ce lien entre main et bouche. La pauvreté en fuseau neuromusculaire permet à cette langue et à ses 17 muscles, c'est quand même le muscle le plus puissant du corps humain après le moyen fessier, mesdames, au Pilates, on sait. Et cette langue, elle peut prendre une infinité de positions et de déformations. On l'observe dans tous les troubles fonctionnels, comme la déglutition, la mastication, et peut-être plus particulièrement dans ce qu'on appelle les troubles d'articulation de la parole, mais moi j'ai plutôt tendance à dire plutôt dans l'acquisition des mécanismes justes de la parole, ce qui est un peu différent. Cette langue, elle est au carrefour de cette double oralité, l'alimentaire et le verbal. On le sait, le bébé, il tourne la page de la succion-déglutition réflexe et passe de ce que j'appelle cette oralité primaire réflexe à l'oralité secondaire volontaire, elle. L'apparition du contrôle volontaire associé à un mode d'alimentation plus varié inhibera donc la succion-déglutition réflexe, qui reste toutefois fonctionnelle. On le voit d'ailleurs quand on continue les petits-enfants, les jeunes enfants, parfois les enfants tout court, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à assez tard dans la prise du biberon et de la tétine. C'est ce fameux mouvement antéro-postérieur d'avant en arrière que nous pouvons, nous adultes, conserver quand on savoure quelque chose. Donc vous voyez cette succion-déglutition réflexe, si on a tous mangé cette petite mousse au chocolat tout à l'heure, on pouvait avoir un petit peu ce réflexe-là, et c'est tant mieux quand même. Ou quand on boit un bon vin, par exemple. Donc chaque étape de la diversification alimentaire correspond à l'évolution des capacités oromotrices de l'enfant. Puis viendra le malaxage, la mastication, la bonne déglutition. Il faudra, pour y arriver, la dissociation des mouvements de la langue et de la mâchoire inférieure, la mandibule. Si on veut obtenir de bons résultats, il faudra obtenir une stabilité de la mandibule qui nous permettra ensuite d'obtenir une bonne occlusion. Ça, c'est important. Il n'y a pas d'âge, mais il faut y arriver. La texture des aliments proposés devra donc correspondre aux capacités motrices de la bouche. Adapter la texture des aliments au développement oromoteur, c'est garantir plaisir, progression et sécurité. Bien sûr, vous savez que les dents, elles coupent, elles écrasent les aliments. La langue et les joues, elles malaxent le tout avant la déglutition, mais à condition de ne pas manger toujours tout mou. Mais c'est un peu la spirale infernale aujourd'hui. Donc la mastication, elle va nécessiter un long apprentissage qui va durer de 4 à 6 ans. Elle est caractérisée par l'hélicoïdalisation du geste mandibulaire. Je l'ai bien dit. L'hélicoïdalisation du geste mandibulaire, c'est quand vous mastiquez, votre langue, elle fait des espèces de 8. Moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est le symbole de l'infini. Mais vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Mais petit à petit, la langue, elle va repérer au fur et à mesure sa future position de repos grâce à ses contacts sensoriels de plus en plus précis par ces petites pressions brèves et successives répétées derrière ce qu'on appelle les alvéoles dentaires, que moi j'appelle les petites bosses, plus simple à comprendre, juste sur le palais dur, juste derrière les incisives. La langue, elle est géniale, vous êtes d'accord? Elle fait plein de choses. Elle nous permet de parler, elle nous permet de manger. C'est l'épicentre des saveurs.
avec ses nombreuses papilles. Sur ce dessin fait par l'illustratrice de mon bouquin sur la langue, on va permettre de mieux appréhender ces différentes papilles. Pendant longtemps, on a cru que les différents goûts étaient perçus par des régions différentes de notre langue. Genre, le sucré, c'est devant. Eh bien, pas du tout. Il n'en est rien. On le sait maintenant, et ça, c'est important. Chacun d'entre nous possède sa propre carte des goûts. Les papilles les plus nombreuses, c'est les filiformes. Elles nous renseignent sur la texture des aliments. Le mou, le dur, le rugueux. Les autres papilles gustatives, elles renferment les bourgeons du goût. Il y a les fongiformes en forme de champignons sur la pointe et les bords de la langue, les foliés en forme de feuilles sur les bords de la langue, les caliciformes en forme de calice en arrière sur le V lingual. C'est plutôt sur l'amertume qu'elles sont très liées, ces bourgeons-là. Les bourgeons gustatifs, et ça aussi c'est important à comprendre, sont présents à la surface du palais, du pharynx et de l'œsophage. Le toucher avec la main nous permet d'anticiper donc les sensations qui passeront ensuite en bouche. Il est donc judicieux de continuer à manger avec les doigts. Le toucher main et le toucher en bouche nous permettent de mieux appréhender la consistance de l'aliment, sa texture, les sensations thermiques, chaud-froid, et les sensations trigeminales. Le nerf trijumeau est très important. Les sensations trigeminales en bouche, c'est le piquant, le pétillant, le frais. Il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas boire ni chaud, ni froid, ni pétillant. Bien sûr que la vision, l'audition et l'olfaction vont nous renseigner aussi sur l'aliment. À partir du moment où on commence à mieux comprendre et appréhender tout ce que peut faire la langue, on va peut-être mieux comprendre ces troubles de discrimination sensorielle, notamment chez les enfants différents, cette difficulté à identifier, différencier ou interpréter correctement les sensations. On comprendra mieux les troubles de modulation sensorielle, mais on l'a aussi pour nous, avec l'hypersensibilité, l'hyposensibilité, parfois même le besoin accru de stimulation. Et puis les troubles moteurs d'origine sensorielle, avec ces difficultés d'exécution motrice liées à une mauvaise perception ou intégration de ces informations sensorielles que l'on retrouve dans les troubles neurodéveloppementaux, les troubles du spectre autistique aussi, comme la dyspraxie, les troubles proprioceptifs. Pour apprécier pleinement la diversité et la subtilité des saveurs, notre organisme dispose de toute une mécanique de détection et de reconnaissance dans laquelle la langue, on l'a vu avec les papilles gustatives, les bourgeons du goût, et le nez, avec les neurones olfactifs, sont indissociables. Donc l'éducation du goût, elle passe par le nez. J'en parlais tout à l'heure avec la pandémie et les gens qui ont perdu le goût et l'odorat. Tout d'un coup, l'olfaction a repris son pouvoir, j'allais dire. Donc ça, c'est vraiment important. La mise en bouche, elle nous permet en effet de ressentir les saveurs des aliments, qu'ils soient sucrés, salés, acides, amers ou umami, ce goût qui est en fait le glutamate monosodique. Ce sont les 5 goûts de base. Mais aujourd'hui, et ça c'est important, on en ajoute un 6e qui est l'oléogustus, qui est le goût du gras. Et dans notre société, c'est quand même hyper important. Les expériences de l'enfance ont évidemment une grande influence avec la construction d'un moi gustatif et d'un moi olfactif totalement intriqués. En effet, saveurs et odeurs vont se combiner dans notre cerveau pour former une image mentale de l'aliment. La stimulation devient alors perception. Et comme je le disais tout à l'heure, on peut augmenter tous notre bibliothèque olfactive si à chaque fois qu'on cuisine ou qu'on coupe une orange, on coupe
On sent, on dit orange, on fait la même chose avec citron, pamplemousse, plein de choses, c'est plutôt sympa, avec les herbes aussi quand on cuisine. Et comme ça, vous augmentez votre bibliothèque olfactive et vous augmentez aussi celle de vos enfants. Donc il est très important, il me semble, de comprendre le voyage d'une odeur. Donc il y a deux voies qui cohabitent pour sentir. La voie orthonasale, celle des parfumeurs. Il faut quand même avoir un nez non obstrué pour pouvoir sentir. Donc importance de l'hygiène nasale, on reviendra. Et puis la voie rétronasale, celle des gastronomes. Dans la première, les molécules olfactives sont inspirées par le nez, par la cavité nasale. Dans la seconde, elles sont libérées lorsque l'on mange, plus exactement lorsqu'on mastique. Et les molécules, alors, remontent dans le nasopharynx. C'est ce qu'on appelle la rétro-olfaction. Pour ces deux voies, le carrefour olfactif et le haut du nez. La rétro-olfaction, vous le ferez peut-être tout à l'heure. Vous prenez un petit morceau de chocolat, vous mettez ce petit morceau de chocolat dans votre bouche, vous pincez votre nez, vous mastiquez le chocolat et au moment d'avaler, vous relâchez vos narines. Là, vous aurez un bel exemple de rétro-olfaction. Si vous aimez le chocolat, bien sûr. Mais bon, il y a toujours des gens qui n'aiment pas le chocolat. C'est un peu, on l'a vu, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais du 100% nulle part. On est tous différents. Sans l'odorat, il nous est donc impossible d'apprécier pleinement les aliments que nous consommons. Il existe un seuil de perception des saveurs et des odeurs, différent d'une personne à l'autre, dans la capacité à les identifier et à les différencier, à en mesurer l'intensité, à leur donner une valeur hédonique, j'aime ou j'aime pas. Ça, c'est au niveau de cette oralité alimentaire. Et puis, quelque chose qui me tient à cœur, c'est justement tout ce qui est posture et proprioception. Il est essentiel de penser que la langue, elle fait partie de manière indissociable d'un axe corporel, yeux, bouche, diaphragme, pied. Depuis nos pieds qui ancrent le corps dans le sol jusqu'à nos yeux qui ouvrent le corps sur le monde, les informations sensorielles reçues sont décodées par le cerveau. L'expérience et sa répétition vont organiser les automatismes perceptifs puis moteurs avec efficacité. Grâce à sa plasticité, le cerveau organisera et contrôlera la régulation posturale lorsque telle ou telle sollicitation, tel ou tel mouvement sont répétés de manière coordonnée et consciente. L'encodage après le décodage. C'est la raison pour laquelle l'entraînement et les exercices autour de la bouche permettent l'amélioration de cette fameuse chaîne verticale, yeux, bouche, main, diaphragme, pied. Lorsque cette proprioception dysfonctionne, et aujourd'hui on parle de sixième sens, qui sera certainement le premier, on parle aujourd'hui de syndrome dysproprioceptif, avec cette vision globale et holistique. Le cerveau alors se met à désaccorder les stimuli sensoriels transmis par les capteurs du corps et la réalité de la posture et la position dans l'espace. De nombreux enfants, voire même des adultes, présentent une asymétrie du tonus postural associée à des troubles proprioceptifs au niveau des yeux et de la bouche. Dans ce cas-là, le GPS va se brouiller autour de la langue. On va de nouveau avoir mauvaise position de repos de la langue, respiration perturbée, troubles du sommeil, malocclusion dentaire, béance, déglutition primaire, tout s'emboîte. Au début de la prise en charge, quand on prend en charge les enfants, les jeunes enfants, c'est la première difficulté, faire percevoir la bonne position de la langue au repos avant de passer commande pour tous les autres exercices à automatiser. Est-ce à dire que pour optimiser une rééducation oromo-faciale, il faut consulter un ophtalmo, une orthoptiste, un podologue ? La réponse est oui. La langue est l'un des organes clés de cette verticalité. En orthophonie et dans d'autres thérapeutiques, on s'en sert beaucoup, notamment si on veut travailler la voix, la parole. La posture est essentielle. Côté des yeux, on doit souligner que la ligne d'occlusion de la bouche
doit être parallèle à celle du regard pour constituer un plan postural à part entière, un véritable balancier antéro-postérieur. Côté des pieds, les podologues vous le disent, et si j'ai bien compris, c'est une des composantes importantes des enfants avec le MEDI 13L. Donc c'est très important que les enfants puissent être suivis d'une manière globale et dès le plus jeune âge, surtout si on perçoit un dysfonctionnement au niveau de la langue. Le système postural, alors, va certainement être archaïque et immature. Donc, prise en charge en podologie, en orthopsie, en psychomote, prise en charge pluridisciplinaire, transdisciplinaire. Aujourd'hui, des ostéopathes qui peuvent aider aussi vos enfants, c'est quand même l'idéal et c'est l'avenir. Un autre sujet qui me passionne, c'est le sommeil. Cette fiche de renseignement, elle est issue d'un mémoire d'orthophonie qui date d'il y a maintenant 10 ans. Aujourd'hui, tout le monde parle du sommeil. Moi, j'ai toujours vu tous les enfants différents que je prenais en charge avoir des troubles du sommeil. Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, il touche 1 à 4% des enfants entre 3 et 6 ans. On pourrait dire que, alors si je m'approche, et plutôt je vais regarder là, les facteurs de risque, on en parlera, c'est l'hypertrophie des amygdales et des végétations. Donc de toute façon, vos enfants doivent toujours avoir une consultation en ORL et observer justement ce carrefour oropharyngé avec des grosses amygdales, un voile du palais qui peut très bien ne pas très bien fonctionner à cause de ça. Les facteurs de risque, c'est l'obésité et bien sûr les maladies rares. Après, les signes d'alerte, c'est les troubles de l'attention, les troubles alimentaires et les troubles de la sphère orofaciale. Tout ce qui est à prendre en charge dans une éducation gnosopraxique orale précoce. Je vous disais que toute ventilation buccale, elle est due à une mauvaise position de la langue. Elle est souvent associée à une respiration thoracique supérieure. Une respiration thoracique supérieure, c'est une respiration d'urgence. Et les enfants d'aujourd'hui, et pas que les enfants différents, tous les enfants sont souvent avec ces respirations d'urgence. Ils n'utilisent pas le diaphragme. Ils sont toujours... Oh, voilà. Donc ça, c'est vraiment à noter. En cas d'apnée, et je dis ça aussi pour les adultes, cette ventilation buccale, donc ce travail autour du rétablissement de la ventilation nasale, elle est le problème, mais elle est parfois la solution et encore peu connue aujourd'hui. Sa prise en soin donne des résultats encourageants. Chez l'enfant, l'apnée du sommeil, mais oserais-je dire tout trouble du sommeil, altère l'attention et la mémoire. Avant de parler sur l'attention et la mémoire, je voudrais vous dire que s'il y a une ventilation buccale le jour et la nuit, un ronflement, des sueurs nocturnes, il y a vraiment 75% de chances qu'il y ait un trouble du sommeil. Donc ça, il faut en parler au pédiatre ou au superviseur. Et puis, s'ajoutent souvent des symptômes du style terreur nocturne, énurésie, somnolence, enfin, bruxisme aussi, mais même chez les adultes. Hein. Voilà, donc tout ça font partie des troubles du sommeil. Alors, je reviens sur TDAH et SAS. Et syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Depuis, donc chez l'enfant, on voit que souvent, trouble du sommeil, trouble de l'attention, même combat. Et ça provoque bien sûr des difficultés d'apprentissage. Depuis une vingtaine d'années, de nombreuses études, et pas forcément anglo-saxonnes d'ailleurs, je devrais dire, ont mis en évidence une corrélation entre les syndromes d'apnée obstructive du sommeil et le trouble de déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. On ne s'explique pas encore vraiment tous leurs liens, les chercheurs vont le faire, j'imagine, prochainement, mais une démarche clinique pluridisciplinaire est quand même très importante. D'autres facteurs vont multiplier aussi les risques. On l'a vu ce matin, il y a l'asthme, les allergies, le reflux gastro-œsophagien, enfin, toutes ces petites choses qui vont empêcher une bonne amélioration de ces troubles. Et puis, sur cette diapo, je me suis permis d'ajouter les écrans et j'avais envie d'écrire ça.
j'ajoute en lien avec ces troubles du sommeil l'importance pour tous d'avoir le même discours concernant l'exposition des enfants aux écrans. Après, c'est un vrai sujet, hein, difficile. Alors, on va faire une petite pause. Je vais vous demander, dis-moi comment tu respires. Donc, on a compris qu'il était nécessaire de ventiler par le nez, d'en avoir conscience et de rétablir la ventilation nasale si la buccale a pris le pas. Le nez, vous vous doutez bien, surtout aujourd'hui, il agit comme un filtre. Souvent, avec les enfants, c'est le moment de parler des crottes de nez, vous voyez, parce qu'il y a vraiment un filtre. Alors, c'est toujours rigolo et ça permet de passer les étapes. Donc, si on respire bien avec le nez, on aura moins de problèmes ORL. Aujourd'hui, moins d'antibiotiques, il faut nettoyer son nez, etc. Donc, de toute façon, un examen ORL est recommandé. Alors, je m'éloigne du micro, mais je parle assez fort. Vous allez décroiser vos jambes. Mettre bien vos pieds à plat. Relâchez vos bras, si vous en avez envie. Hein. Il n'y a pas d'injonction de ma part. Si vous êtes confiant, mais là, on vient de manger, donc vous êtes plutôt en train de vous assoupir. Donc vous pouvez légèrement fermer les yeux. Et puis vous allez respirer très tranquillement. Alors moi, j'utilise un petit diffuseur olfactif que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle le petit sniff, et qui permet justement de sentir une bonne odeur. C'est-à-dire, c'est l'odeur de la lavande, c'est top. Bon, je ne vais pas m'écrouler. Voilà. Donc je vais ouvrir mes ailes du nez. C'est-à-dire que quand on demande à un enfant, ou si je vous demande d'inspirer, vous risquez de faire ça. Et là, vous vous mettez en thoracique supérieur, ce qui est justement ce qu'il ne faut pas faire. D'où l'idée d'imaginer qu'on est en train de sentir une bonne odeur. Voilà. Vous pouvez fermer les yeux, respirer, mettre bien les pieds à plat, essaye. Voilà, bravo. Tu respires bien avec ton nez très tranquillement. Voilà. Cool. Tu peux fermer les yeux si tu veux. Presque bien. Regarde, normalement, ta maman, elle le fait. Et normalement, relâchez vos épaules. Voilà, mettez bien les pieds à plat. Elle a du mal à mettre ses pieds à plat. Voilà. Et normalement, si je vous pose une question, pas la tête en arrière, ça c'est digne du ronflement prochain. Il faut remettre, voilà. Je ne sais pas si je dis quelque chose de l'ordre de la vérité, mais souvent quand on s'assoupit, on part comme ça. Et je vais vous poser la question très tranquille, où est votre langue? Elle est plutôt en haut ou plutôt en bas? Eh bien, vous voyez, vous êtes les meilleurs orthophonistes du monde. Vous avez compris comment positionner correctement la langue en position de repos. Eh bien, si vous faites ça avec vos enfants, de temps en temps, sans injonction, comme je l'ai fait là aujourd'hui, que vous avez été vraiment sympa, et je vous en remercie. Mais la position de repos de la langue, c'est ça. Donc, pour pouvoir avoir une langue qui va se mettre correctement en bonne position, il faut simplement savoir bien respirer par le nez. Et vous voyez, ça c'est... Je vais vous montrer un truc qui sera peut-être plus simple. J'ai apporté un peu de matériel. J'ai piqué ça aux orthodontistes. Vous savez, pour avoir un sourire de star, il faut quand même passer par l'orthodontie, en règle générale. Alors, vous voyez, je vous fais bien respirer, parce que si par exemple, ça c'est la langue, si je dis à quelqu'un, à vous, votre langue doit se mettre en haut, ben, vous faites ça. Et moi je veux ça. Mais comment expliquer ça à un enfant, à un adolescent ou à un adulte? C'est impossible. La langue, on a vu les 17 muscles. Vous avez en point de départ ce qu'on appelle les muscles intrinsèques. C'est les muscles qui font tous les petits mouvements. Vous voyez, si je vous tire la langue, les muscles intrinsèques, ils fonctionnent bien. Mais les plus importants, ce sont les muscles extrinsèques. Ceux qui sont accrochés ici à l'osioïde, par exemple. Et donc ce travail-là, c'est ce travail qu'il faut faire. Et si on arrive à avoir une bonne position de repos, c'est pas gagné en 1 ou 2 séances. Hein. Mais si on répète ça très tranquillement, on y arrive. Vous êtes arrivé très facilement à le faire. Mais peut-être que
Maintenant que vous sortez un peu de cette torpeur, peut-être que votre langue de nouveau tombe et elle est plutôt dite en position basse. Alors, est-ce que je vous ai convaincu dans le fait que la respiration va être la base de cette prise en soin, de cette éducation? Retrouver la bonne place dans la bouche de chacun et pas la langue doit être en haut. Ça, c'est pas correct. Alliée du corps et de l'esprit, la respiration est essentielle pour stabiliser les émotions, apprendre à trouver le calme en soi. Alors, c'est pas de la méditation ou de la relaxation qui va durer 20 minutes. Au départ, avec les enfants, c'est 5 secondes. Et ensuite, ça sera 10 secondes, c'est déjà beaucoup. Et on augmente au fur et à mesure. Il faut donc intégrer, dès le plus jeune âge, une ventilation nasale, diurne et nocturne, en lien avec une respiration costo-diaphragmatique. Ça, et je reviens là, vous voyez, le diaphragme. C'est extrêmement important de travailler ce muscle. Alors, on ne peut pas le travailler comme ça, mais à partir du moment où vous respirez tranquillement avec votre nez, si vous refaites l'expérience ce soir, vous verrez que vous n'êtes plus en thoracique supérieur et que votre diaphragme tout seul, il va se remettre à fonctionner. Vous voyez, les bébés, ils respirent avec leur ventre. Le ventre, il monte et il descend. C'est assez marrant d'ailleurs à observer. Donc, il faut retrouver cette respiration. Retrouvez donc une ventilation nasale, une respiration costo-diaphragmatique qui permettra d'optimiser la bonne position de repos de la langue. Donc, il faut respirer par le nez. C'est une nécessité. La mise en place précoce des mesures d'hygiène bucco-dentaire s'avère essentielle, bien qu'encore trop souvent négligée. Pour moi, ça va de pair dans l'éducation gnosopraxique. L'ajout systématique d'une hygiène nasale rigoureuse au quotidien, couplée à un apprentissage structuré du mouchage, narine après narine, permet de prévenir ou de corriger plus efficacement certains dysfonctionnements fréquemment identifiés lors des bilans médicaux et paramédicaux, notamment avec une respiration buccale chronique ou une posture linguale inadaptée. Donc, quand je parle de transdisciplinarité, je me dis que c'est extrêmement important que tous les médecins que vous rencontrez, tous les paramédicaux, aient la même façon de vous emmener vers cette hygiène nasale, parce que c'est pas marrant pour les parents. Il n'y a pas d'injonction, c'est-à-dire qu'on doit le faire toujours dans le plaisir et la détente, jamais forcé. Mais vous devez avoir ça en tête. Parfois, les médecins ils disent « Bon, il faut nettoyer le nez ». Alors, on est un papa, une maman, on le fait parfois avec peut-être trop de violence. Mais il faut avoir ça en tête et y arriver petit à petit. Vous trouverez la solution. Les troubles de la sphère orofaciale, c'est souvent, on le définit avec l'image du respirateur buccal. Mais on retrouve, et ça je vous assure que c'est mon expérience de 40 ans de maladies rares, on retrouve le plus souvent des anomalies de la motricité labiale et linguale, des mouvements linguaux réduits, une protrusion linguale persistante, peu de différenciation des mouvements de la pointe de la langue, des lèvres, des joues hypotoniques, une absence de mastication des solides, une mauvaise coordination succion-déglutition. La déglutition peut rester primaire, infantile, donc la praxie de mastication est entravée. On a une ventilation donc nettement plus buccale, avec un bavage important, souvent des troubles du timbre de la voix, une hypersensibilité, une hyposensibilité, une insuffisance vélaire, le voile du palais qui ne fonctionne pas correctement, parfois un nauséeux majoré, mais visiblement moins là, un RGO, des allergies, un tonus postural perturbé. Alors là, c'est une liste de trucs, on se dit mais comment on va faire? Mais c'est très simple. Il faut vraiment, surtout, être extrêmement patient et vous le verrez dans les étapes, commencer par le plus simple, les fondements. Et puis dans vos rencontres, vous allez bien sûr à un moment donné
être partenaire avec des pédodontistes. Hier, je suis arrivée au moment où, je crois que c'est Charlotte, la pédodontiste de l'hôpital à Paris, les pédodontistes, les chirurgiens dentistes, les orthodontistes. Bon, il faut savoir vraiment qu'il existe un conflit entre la langue et les dents. Et la langue, elle était là bien avant les dents, puisque dans le ventre de nos mamans, c'est ça qui se met à fonctionner en priorité. Donc cette langue, elle a un certain pouvoir. Si la langue, elle remporte la guerre, en continuant ses mouvements d'avant en arrière, aidée par la prise tardive du biberon, de la tétine, cette langue, elle devient aussi immature, parce qu'il peut y avoir des problèmes de tonus. Les répercussions anatomiques et fonctionnelles seront donc importantes, entraînant, encore une fois, des troubles en cascade, souvent durables. Et je recommence, mauvaise position de repos, respiration perturbée, troubles du sommeil, malocclusion dentaire, béance, déglutition primaire. Bon, toujours le même refrain. On a aussi cette position basse de la langue, vous voyez, qui est un dessin que les orthodontistes connaissent bien. Comme la langue est basse, elle ne fait pas d'expansion au niveau du maxillaire supérieur. Donc les orthodontistes, mais pour tous les enfants, même les enfants tout venant, ils mettent, avant de mettre des bagues ou des multi-attaches, ils mettent ce qu'on appelle les appareils d'expansion. Vous savez, ceux qu'on trifoule pour que le maxillaire devienne plus large, pour faire simple. Donc cette position basse de la langue, elle entraîne une insuffisance du développement transversal du maxillaire supérieur, provoquant souvent un encombrement dentaire. Donc orthodontiste propose une expansion maxillaire pour permettre un meilleur équilibre et surtout une bonne occlusion. Qui dit bonne occlusion dit bonne mastication. Quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que souvent, il peut y avoir justement un petit maxillaire, la langue, elle peut être basse, et dans ce cas-là, on a parfois une classe 3, c'est-à-dire une mandibule un peu trop avancée. Mais il y a des classes 3 qui ne sont pas forcément osseuses, mais c'est des proglissements mandibulaires du fait de cette langue basse. Donc ça, seul l'orthodontiste pourra le dire. Quand c'est osseux, c'est plus embêtant. Quand c'est alvéolaire, c'est moins grave. Mais vous voyez, je fais un peu des bulles de savon. Donc là, s'il y avait des petits-enfants, ils seraient tous là. Quand on fait des bulles de savon, généralement, je me mets de profil. C'est pas mon meilleur, non, je plaisante. Et on fait plein de bulles. Quand on fait faire des bulles aux enfants, ou quand ils fêtent et qu'ils doivent souffler sur leur bougie, au lieu de faire ça, ils font... Vous voyez ? Bon, alors quand ils sont petits, on s'en fiche, on mange quand même le gâteau. Mais très souvent, il y a ce que j'appelle un proglissement mandibulaire. Mais on ne s'en rend pas compte, parce qu'ils sont mignons. Les enfants, on ne se rend pas compte, mais au lieu de faire ça, ils font ça. Et vous voyez, il y a cette mâchoire qui avance. Et quand on note ça, dans la prise en charge, dans l'éducation, ça va être important de retravailler cette ouverture-fermeture. Et je vous ai déjà parlé de la stabilité de la mandibule, qui est aussi, de mon point de vue, importante. Alors, donc, si elle devient, alors c'est ça l'idéal, c'est que cette langue, elle doit venir reine en son palais. Et à ce moment-là, et ça les orthodontistes le savent bien, c'est bien pour ça qu'ils recherchent des orthophonistes et des kinés de la face pour prendre en charge leurs patients, elle sera un appareil naturel d'orthopédie dentofaciale. C'est le moment que je dois prendre pour remercier celui qui m'a formé à Necker il y a pas mal d'années et qui avait écrit en 1989 un article qui s'appelait « La langue, appareil naturel d'orthopédie dentofaciale ». Donc vous voyez, tout ça ne vient pas juste d'arriver. C'est vraiment quelque chose dont on parle depuis très très longtemps, mais qui est fonctionnel. Donc qui n'est pas mécanique quelque part. Donc ça, c'est vraiment important. Les orthodontistes aujourd'hui, ils le savent, parce que les récidives des traitements orthodontiques, que ce soit chez les enfants différents ou chez les autres, ou même dans vos bouches, si vous avez eu des appareillages, c'est parfois fâcheux. Et pas très bien pour la maladie parodontale et pour le reste. Donc, il vaut mieux prévenir, encore une fois.
Donc si cette langue, elle devient reine dans son palais, elle va contribuer, bien évidemment avec son ami le nez, si je puis me permettre, belle histoire, la langue le nez, elle va contribuer à la croissance orofaciale normale et symétrique, et par conséquent à un meilleur placement des dents. Voilà. Il me vient maintenant, j'allais dire, le fait de vous parler de la parole et du langage. Alors, la langue, c'est ce qui va permettre justement de moduler les sons des cordes vocales, d'articuler voyelles et consonnes et de faire résonner la voix. D'où l'importance pour moi de la mélodie, du rythme, indispensable à la parole. Les troubles d'articulation, c'est pas grave, on s'en fout. Un petit feu sur la langue, un petit chlintement, c'est pas grave. Ce qui est plus compliqué, c'est quand la parole se bouscule, par exemple, une sorte de bredouillement ou de bégaiement. Et si on met, alors les professionnels, comme je suis orthophoniste, un enfant qui vient chez moi, il sait qu'il vient pour que je l'aide. Mais vous, les parents, ne vous transformez pas en éducateurs. Et par rapport à la parole et au langage, là où vous allez être top, si vous vous mettez à faire du chant, de la musique et du rythme depuis le plus jeune âge. La parole, c'est du rythme. Vous voyez, si je me mets à parler très très vite, là, vous allez dire quand même, elle a la parole qui va peut-être se bousculer, mais si elle ralentissait, ce serait quand même mieux pour nous pour comprendre. Et si tout d'un coup, je prends une voix très maternante, ben, tout ça, c'est du rythme. Et dans mon cerveau, je n'ai pas la même façon de faire. Et quand je suis remplie d'émotions, en règle générale, je vais vite. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai pris quelques notes, pour pouvoir être plus adaptée et pour pouvoir vous faire passer plus de messages. Donc le rythme, c'est important. Faites de la musique avec vos enfants. Chantez les petites comptines. Et surtout, quand vous allez parler dans toutes les langues. Alors si je vous fais un mini-cours de linguistique en français, qu'est-ce qu'on a? On a les voyelles. Les voyelles, elles sont formidables. Il y a plein de vibrations avec les voyelles. Je vous réveille un peu. On va faire voyelle orale, voyelle nasale. Très difficile pour les autres. Et donc aujourd'hui, comme il y a plein des gens d'Espagne, des gens d'Allemagne, vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre. Si je fais en, allez-y. Et bien là, votre voile du palais, il travaille. Pas facile. Et ce on et ce en français, pas marrant du tout. Hein. Et là, vous vous trouvez pas mieux? Non. Parce que là, on vient de vivre plein de trucs. Et je le disais avec ma complice grand-mère espagnole, tout est vibration. Donc ça va être important de comprendre que c'est plaisant, même si vous vous moquez, vous êtes en joie. Vous n'êtes pas triste, vous ne dites pas, ouais. Non, vous êtes content. Donc, si on faisait un autre petit exercice que vous pouvez faire avec vos enfants, c'est jouer avec les voyelles. Alors, je ne vais pas vous emmener dans un truc un peu haut perché, mais vous allez comprendre. Et ça va vous réveiller aussi et vous mettre en joie. Donc, j'ai l'impression d'être un prof de yoga, c'est épouvantable. Bon, alors, on va faire le son OU, si vous voulez bien. OU, allez-y. Oh. Attention au A, parce que le A, on a toujours tendance à faire oh. Donc on va mettre un léger souffle avant. Donc quand vous jouez avec vos enfants, attention au A, parce que le A, ça fait A. Oh. Et le plus
sympa, le I, les chanteurs, si vous faites du chant lyrique, vous savez que c'est difficile. On va faire... Et on va travailler les buccinateurs. On baisse un peu. Eh bien, amusez-vous à faire ça sous la douche, dans la salle de bain, parce que ça résonne bien, c'est plus sympa. Après, si je reprends les consonnes en français, on a P, B, M. Petite révision pour l'apprentissage du français. Alors regardez, P, B, M. Mes lèvres, elles font le même mouvement. Mais si je mets ma main ici, je fais P, B. Oh, vous avez senti? Vibration laryngée. Et si je fais M, ça passe par le nez. Donc vous voyez, quand on est au stade des apprentissages, c'est pas simple. Alors moi je dis sourde sonore, aujourd'hui il faut dire voisée, non voisée, mais on s'en fout. L'important pour les enfants, c'est donc de construire ça très tranquillement. Très tranquillement. Après, on a te de ne. Alors faites-le, te de ne. Qu'est-ce qui se passe avec votre langue? Elle fait un petit... Ah, comme ça, non, c'est pas bon. Te de ne, normalement, c'est comme ça. Te de ne. Mais il y a beaucoup de gens qui antériorisent, justement. Parce que je peux dire une phrase, ton tétatiloté tatou, sans problème. Mais ça serait mieux que je le fasse comme ça. Ton tétatiloté tatou, ta 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 ta. Mais ce qui est drôle, et vous allez le retenir parce que c'est marrant, c'est que ce sont les lettres du mot là-dedans. Le L, le D, le N et le T. Et en fait, pour les orthodontistes, il faut que ces lettres ne soient pas dentales, mais ce qu'on appelle apicodentales, juste derrière les incisives du haut. Drôle, non? Ça, les orthophonistes, elles sont tout à fait au courant de tout ça. Mais vos enfants ne doivent pas le savoir. Par contre, vous pouvez faire des la 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 et on commence à chanter. Aujourd'hui, les enfants tout venant, en tête de gondole, les problèmes sont sur le L et le R. C'est quand même un scandale. Parce qu'en fait, ils font tous très bien la 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 et ils font tous très bien le roi lion. Donc, il y a 40 ans, un enfant qui n'avait pas le L et le R, il ne savait pas faire la 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 et il ne savait pas faire le R. Donc, vous voyez qu'il faut du temps. Et pour travailler les syllabes complexes avec le R et le L, qu'on trouve dans pra, pro, vous êtes orthophoniste. Parce que là, j'étais en liaison directe. Je me disais, quelqu'un qui comprend tout ce que je dis à ce point-là, elle ne peut qu'être orthophoniste. Alors, donc, enfin, toutes ces choses-là sont tellement simples à faire avec les enfants quand on chante, et surtout jamais d'une manière statique. Vous l'avez vu, proprioception, posture, donc on marche, on fait le militaire, là, on bouge. À chaque fois, il faut faire les choses d'une manière beaucoup plus globale. Là, je parle de vous, les parents. J'ai envie de vous permettre de comprendre des choses tellement simples. Tellement simple. Hein. Alors on a fait le te, le de, le L, et puis le que et le ge qui sont en arrière. Et parfois d'ailleurs, souvent là, les enfants vont mettre beaucoup de tension dans cette région-là. Donc il faudra faire du souffle, mais un souffle très, très tranquille. Je crois que... Alors... Là, si je vais un peu vite, si vous voulez, dans cette éducation gnosopraxique orale précoce, que peut-être tu pratiques dans les étapes. Alors, les étapes, c'est pas forcément première étape, deuxième étape, troisième étape, mais les fondations, elles sont là. Donc, la priorité, mais ça peut prendre des années, hein. Je suis pas du tout magicienne ni fée ni magicienne, ça dépend si je suis en forme ou pas. Mais il va falloir rétablir de toute façon cette ventilation nasonasale avec l'hygiène dentaire et nasale, parce que comme ça l'enfant il commence à comprendre ce qui se passe. Avec la rééducation olfactive, l'éducation olfactive, mais on n'est pas obligé d'avoir un petit sniff.
on peut le faire avec tout ce qu'il y a à la maison, quand on se balade en forêt, partout. C'est la vie. Retrouver l'axe, ça va être aussi le travail en lien avec tous les autres thérapeutes qui s'occupent de vos enfants, kiné pédiatrique, ergothérapeute, psychomote. Tout le monde a le même discours au même moment. Hein. Et puis cette relaxation-respiration. Parce que, vous voyez, je vous ai mis cette petite photo de cet enfant. Quand on prend le temps, ce petit rituel, au maximum c'est 3 minutes. Vous voyez, quand il rentre de l'école, avant de s'endormir, enfin, voilà, c'est je me pose, j'inspire, j'expire par le nez. D'ailleurs, on devrait tous le faire très souvent, notamment quand on bosse trop longtemps devant nos ordi. Ça, c'est intéressant. Présent à ce qui se passe. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de yoga, de méditation ou pilates, mais ce n'est pas un hasard si en ce moment tout ça est à la mode. On a besoin de travailler sur ces temporalités. Et aujourd'hui, peut-être que le mot d'ordre, c'est être patient. Pas juste patient par rapport à un médecin, mais patient par rapport à cette temporalité et se dire que vous allez y arriver, que vos enfants vont y arriver, mais tranquillement. Ça, c'est vraiment, pour moi, important de faire passer ce message. La deuxième étape, c'est prendre conscience du système labio-mandibulaire et du sphincter vélo-pharyngé, de cette langue au repos. De toute façon, si on veut avoir une langue qui va être correcte en fonction, il faut que l'enfant ait une langue en bonne position de repos. Vous êtes d'accord qu'une langue en bonne position de repos, ça se chiffre en heures. Et surtout, ça améliore la nuit. Alors aujourd'hui, il y a plein d'éducateurs fonctionnels. Des trucs à la mode qu'on met dans la bouche pour arriver à mieux parler, à mieux manger, à mieux dormir. Why not? Mais de toute façon, il faut rendre les enfants acteurs actifs. Alors il faut mettre le temps, même les enfants avec des difficultés. Vous voyez, ma récompense, et je le dis toujours, c'est cet enfant qui rentre un jour dans mon cabinet et il me dit « Je veux faire la détentation ». Ça a été ma plus belle récompense. Je crois qu'il faut apprendre aux enfants, justement, à prendre le temps de bien respirer, de prendre ces petits moments. Ça peut être avec de la musique, ça peut être avec plein de choses, suivant les familles. Alors, je vous ai mis quelques grimaces, et pourquoi pas. On va commencer par le crocodile, parce que je voudrais qu'on comprenne la stabilité de la mandibule. Vous voyez, si vous mettez vos mains sur l'articulation temporomandibulaire de chaque côté, et que vous ouvrez la bouche tranquillement, voilà, alors, s'il y a des petits ressauts ou des craquements, vous en parlez à votre dentiste, ce n'est pas normal. Et que vous fermez très tranquillement, voilà, doucement, le plus lentement possible. Eh bien, si votre enfant arrive à ouvrir et fermer la bouche comme ça, comme vous, mais tout doucement, à ce moment-là, ça lui évitera, parce que avant qu'il y ait une stabilité de la mandibule, il faut du temps. Mais si on fait ce petit truc-là tous les jours, 3 fois, hein, même pas 2 fois, on s'en fiche, ben, petit à petit, on l'a vu, hein, le cerveau, il va intégrer. C'est pour ça qu'il faut répéter les choses, mais pas longtemps. Et pas genre, on va faire les exercices de l'orthophoniste, parce que ça... Mais si vous le faites en même temps, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a le clown. N'est-ce pas merveilleux que de faire des sourires? Donc le clown, on sourit en faisant une occlusion molaire. Alors au début, les enfants, ils ont du mal à y arriver. Mais le plus important, c'est de sourire après tout. Au début, on travaille ce qu'on appelle les zygomatiques. Mais si on se transforme en Julia Roberts, je donne des trucs qu'on garde en mémoire quand même, hein, on sourit énormément. Et ensuite, on projette les lèvres en avant et on fait comme un bisou. Et là, vous travaillez les muscles des lèvres, buccinateurs, orbiculaires. Tranquillement. Ce qui permettra en français de bien travailler le se, le ze, s, z et le ch, le j, mais sans les répéter. Juste parce qu'on aura fait ce travail oromoteur avant. Parce que les constrictives en français, ce qu'on appelle les soufflets, le f, le v, le s, le z, le ch et le je, c'est du souffle. Donc vous voyez que quand je vous montre mon appareil à bulles, il est nécessaire d'avoir ça à la maison.
Ensuite, on a le cheval au galop, le clic lingual. Alors, messieurs, si vous avez des apnées obstructives du sommeil, c'est le moment de voir si vous savez faire les... Messieurs et mesdames, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri non plus. Hein. Attention, sans bouger la mâchoire. Hein. Et là, vous travaillez très tranquillement. On n'est pas non plus au club hippique. Il faut faire vraiment... Et là, on travaille, si vous regardez bien, on travaille ces muscles extrinsèques. Bien évidemment, aujourd'hui, les chercheurs et les gens essayent de titiller l'hypoglosse. Bon, avant qu'on trouve les choses, autant le faire naturellement. Mais on y arrivera, parce qu'il y a de plus en plus d'apnées obstructives du sommeil, et vous avez vu que pour les adultes, c'est pas cool, mais pour les enfants non plus. Donc c'est sûr que bon nombre de chercheurs vont se mettre à travailler là-dessus. Et puis, la souris et le chat, bon, c'est un travail autour de la langue, mais c'est mieux avec l'orthophoniste, là, pour ne pas faire de bêtises. La troisième étape, c'est on arrive, j'allais dire, au bout de tout ça, et on va pouvoir améliorer la praxis de mastication, augmenter le moi gustatif et la bibliothèque olfactive, acquérir les mécanismes justes de la parole au sein d'un travail chez l'orthophoniste autour de la communication et du langage. L'idéal, c'est bien évidemment que l'enfant communique. Si l'enfant communique, on peut parler de langue des signes, on peut parler de communication augmentée, facilitée, enfin, mais l'idée, c'est de démarrer très tôt pour permettre l'articulation un peu correcte de certains mots. Après, on l'a vu, chaque enfant est différent, mais les bases, elles sont là de toute façon. Pour tous, dans cette éducation gnosopraxique-orale précoce. Ça, c'est vraiment mon expérience clinique. Je peux juste vous la confier volontiers avec le cœur. Après les études, peut-être qu'il y en aura de fait, mais comme vous avez remarqué ce matin, faire des études sur les thérapies, c'est pas facile et c'est même pas à l'ordre du jour. Alors bien évidemment, quand on est orthophoniste, eh bien, on est clinicienne avant tout, enfin je le crois, et avec vraiment beaucoup d'humilité, je rappelle que Maria Montessori, qui est quand même au cœur des ventes chez Nature et Découverte, ça date de 1938. Et que celle qui a été... Alors j'imagine qu'en Espagne et en Allemagne c'est pareil, on a parlé de Piaget il n'y a pas longtemps, mais il faut revenir quand même sur les bases essentielles et qui sont toujours présentes et qui nous aident à être des meilleurs thérapeutes. Et je fais un petit clin d'œil à Suzanne Borel-Maisoni, qui a été une créatrice géniale, et moi je me sers encore de ses travaux, j'allais dire. Hein. Et puis un petit clin d'œil, il n'y a pas de kiné ici, mais une kiné avec qui j'ai beaucoup travaillé et qui s'appelait Marie-Vonne Fournier. Ce que je veux dire, c'est que transdisciplinarité autour des maladies rares, ça existe depuis longtemps. Donc moi j'ai hâte, avec tout ce que j'ai entendu de sensationnel au niveau de tout ce qui se passe dans le monde entier, c'est que c'est enthousiasmant. Voilà. Et moi, j'aimerais bien être plus jeune pour faire partie de tous ces nouveaux travaux de recherche à l'international. Ça va être top. Voilà. Donc, l'oralité positive, un développement en harmonie. Cette bouche, elle devient mémoire. Ça, c'est important aussi, notamment dans les troubles alimentaires pédiatriques. Donc, pas de forçage, toujours être le plus cool possible. Et à chacun son rythme pour interpréter sa mélodie. Voilà, je vous remercie de votre attention.